Alors, comment je suis arrivée à ce concours? En fait, c'est l'équipe de la LDH qui se sont rendus dans notre établissement, plus particulièrement dans notre classe, et qui nous ont fait part du coup dans le projet dans lequel on était conviés, donc la plaidoirie. En fait, il y a une personne qui est sélectionnée dans la classe afin de pouvoir venir aujourd'hui, donc le 6 mai, plaider au nom de représenter sa classe en fait. Donc c'est moi qui ai été choisie. Très important parce que ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer devant un public, d'acquérir de l'expérience qui va leur suivre tout au long de leur vie. Donc c'est très pédagogique, très intéressant pour pouvoir eux-mêmes se défendre sur leurs droits pour eux ou de leur entourage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureuses. Lucie Samad, qui est notre représentante chargée des plaidoiries dans les Hauts-de-France pour la LDH, toutes les Hauts-de-France. Et Madame Laredo Kaour, la présidente de la section Compiègne-Noyon de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes donc très contentes toutes les deux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des finales de plaidoirie de la ville de Compiègne, avec de plus en plus, on va dire, de candidats, de lycées et surtout de collèges. Oui, alors 3 collèges cette année. Du coup, là, il y a 3 ans, on a commencé le projet avec le collège André Malraux, L'année passée, s'est rajouté le collège Ferdinand Bach et cette année, le collège Gaëtan Deneuve. Donc très très contente de cette progression des collégiens que vous allez donc découvrir ce matin, puisque nous sommes ce matin à la finale de Compiègne des collégiens. Cet après-midi, ce seront les lycéens. Et nous allons tout de suite vous présenter le jury de ce matin, membres qui ont vraiment accepté, nous les en remercions vraiment beaucoup de participer à cette aventure. Et donc le jury. Oui. Du coup, je veux bien qu'on rallume la lumière dans le public, comme ça les membres du jury pourront se lever et se présenter à vous et vous pourrez identifier qui est qui. Donc, Madame Sokolanski, présidente de la LDH, Fédération Oise et Creil Sud-Oise, double casquette. Oui, l'applaudir. Maître Duval, comme le titre l'indique, avocate. Monsieur Texera, président de l'association Éclosion Bleue, association qui œuvre pour l'inclusion des personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux. Voilà, mais réapplaudir si vous voulez. Monsieur Alessandrini, metteur en scène, comédien et auteur de théâtre. Madame Marcos Kalos, juriste pour l'association France Victimes 60. Madame Raguin, responsable de l'unité éducative en milieu ouvert de Compiègne. Mademoiselle Fadloun, la lauréate de l'année passée, qui a été jusqu'à la finale départementale et qui est aussi montée sur le podium. On peut l'applaudir. Bravo à elle. Et Madame Rhin, bénévole à l'association Partageoise. Donc, aujourd'hui, nous allons entendre 8 plaidoiries. Le jury aura la mission de faire un top 3 et on discutera à la fin, on verra, on annoncera qui représentera du coup les collèges de Compiègne à la finale départementale. Ça sera la prochaine étape, donc le 15 mai. Et possiblement, si vous faites partie du top 3 de cette finale départementale, il y aura cette année une finale régionale aussi, le 26 mai. Et on reste dans l'Oise, elle se passera à la Faïencerie, à Creil. Voilà, on vous souhaite à tous bon courage. On peut applaudir chaleureusement les participants d'aujourd'hui. On sait qu'il y a un petit peu de stress quand même. Mais ils ont travaillé dur, ils ont travaillé pour aujourd'hui, donc c'est la finalité. Donc donnez le meilleur de vous, pensez au sujet que vous avez choisi de défendre, l'importance qu'il a pour vous. Et normalement, il n'y a pas de souci, le jury, normalement, est bienveillant.
à l'écoute et je pense que tout le monde sera plutôt impressionné de la prestation que vous allez faire aujourd'hui. Donc merci, encore bravo. On compte dans le public, les jeunes, sur votre écoute, attentive et respectueuse. Vous savez aussi qu'ils sont stressés, donc voilà, on les soutient. Donc on les applaudit chaleureusement avant et après la prestation. Oui, tu veux le dire? Et du coup, vous écoutez aussi, puisque vous allez devoir voter. Oui, puisque le jury va nous annoncer donc son choix dans, je pense, 1 heure et demie. Mais vous qui êtes dans la salle, on va vous demander aussi de voter pour votre coup de cœur. Alors bien sûr, vous venez encourager les finalistes de votre classe, mais peut-être que dans tout ce que vous allez entendre, vous allez avoir un autre coup de cœur. Donc avant la pause, tout à l'heure, on va vous annoncer un petit goûter, 10 heures, 11 heures. Si vous êtes on vous demandera de rester dans la salle et de donner à votre professeur, qui a le document qu'il faut, votre vote entre les 8 plaidoiries que vous venez d'entendre. Et donc, nous annoncerons à la suite de ce qu'aura décidé le jury, votre vote à vous, d'accord? Et donc, le candidat ou la candidate qui aura gagné pour le public. Voilà. Merci. Monsieur le maire est finalement là, donc on va laisser la parole à Monsieur le maire et à Madame Miquel. C'est pas tous les ans que Monsieur le maire vient, donc c'est vrai quand même, la symbolique est importante et je pense qu'il a un petit discours encourageant à vous donner aussi, donc ça se prend, il va rester vous écouter un petit peu, donc dans toutes les finales, les maires ne sont pas toujours là, donc voilà, soyez contents qu'il fasse l'honneur de venir aujourd'hui et nous les attendons avec Madame Miquel qui représente la région aussi. Monsieur le maire, si vous voulez, hop, vous étiez attendu avec impatience. Oui, venez. Je vous donne le micro. Je vais en donner un. Allez-y. Moi, je vais pas parler. Allez-y. Je vous ai présenté, donc ils savent que vous venez. Alors, chaque année, grand rendez-vous, concours de plaidoirie. Les plaidoiries, c'est pour les avocats. Oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas seulement pour les avocats. Je veux dire par là que toutes celles et ceux qui ont un message, qui ont quelque chose à dire, qui ont des valeurs à transmettre, doivent savoir plaider. Et alors, qu'est-ce que c'est plaider? Plaider, c'est s'exprimer. Oui. C'est enchaîner des arguments. C'est savoir dire à un public ce que le public peut comprendre, ce à quoi le public peut adhérer. Il n'y a pas de plaidoirie ni de parole qui ne suppose la communication avec le public. C'est-à-dire que celui qui plaide, d'abord, il plaide en fonction des conditions où il est, il plaide en fonction de la cause qu'il défend, mais surtout, il plaide en s'adressant à des personnes qui l'écoutent. Si je reprends l'image de l'avocat, et là, nous sommes quand même tous un peu formatés par les films américains, n'est-ce pas? L'avocat, il s'adresse au jury. Mais devant le jury. Vous, nous tous, nous ne nous adressons pas à des jurys. Nous nous adressons à des personnes que nous voulons convaincre. Et pour convaincre, quelle est la condition de base? Pour convaincre, il faut avoir des convictions. C'est mieux. Parce qu'on ne peut pas faire passer ce qu'on n'a pas. On ne peut pas être efficace si l'on n'a pas un message. Et le message, il faut qu'il soit pensé, il faut qu'il soit préparé, il faut qu'il soit structuré. Et il faut le dire dans des conditions telles que le public puisse l'entendre. Il y a tellement de belles choses et de belles paroles qui ne sont pas efficaces, quelles que soient les qualités de celui qui les prononce.
tout simplement parce que le public, il n'est pas disponible. Il n'écoute pas. Il est pris par d'autres considérations. Alors, comment faire pour capter l'attention de son public? Je crois qu'on va voir des beaux exemples ce matin. On va voir des beaux exemples. Mais capter l'attention du public, il y a le fond, il y a le style, il y a la parole. Et il faut, me semble-t-il, toujours qu'à un moment donné, il y ait le petit temps concret, une chose concrète qui va toucher ou qui va interroger, qui va surprendre, une chose de la vie quotidienne par exemple. Et là, peut-être, celui qui n'écoute pas va se mettre à écouter. C'est toute la difficulté de l'exercice. Enfin, en tout cas, je pense que cet exercice est un exercice indispensable dans notre République, parce que la République, à l'origine, c'est une agora, une place publique sur laquelle on parle pour se présenter à des élections, pour défendre une thèse, défendre une cause. C'est d'abord ça. Évidemment, il s'agissait d'époques où il y avait une sélection assez sévère liée au fait qu'on n'utilisait pas de micro. Donc, le physique est important dans la plaidoirie, mais tout physique peut s'adapter et être efficace en termes de plaidoirie. Je veux dire par là que une jeune femme qui a une petite voix flûtée bien posée, qui articule bien, qui suscite le silence, peut faire une plaidoirie extrêmement efficace. De la même façon que quelqu'un qui aura un organe puissant et qui saura le moduler en fonction des phrases qu'il va prononcer. Mais la plaidoirie, c'est également ça. C'est une sorte d'union du physique, du mental, du moral. Et en tout cas, c'est le plus bel exercice que l'on puisse faire. Vraiment. Et je remercie la Ligue des droits de l'homme. Merci, monsieur le maire. Vraiment de tenir ce flambeau depuis des années entre Compiègne et Noyon, et notamment ici à l'espace Jean Legendre, et avec le Conseil régional des Hauts-de-France, nous encourageons vivement cet exercice. Et puis je terminerai en vous disant que, bon, notre démocratie, parfois, elle ne nous satisfait pas complètement. Ou elle peut nous sembler atteinte de maladies. On ne s'écoute pas assez. On n'accepte pas assez que l'autre soit différent de soi. On n'accepte pas assez de se concentrer sur les choses importantes et de laisser de côté tout ce qui est accessoire ou qui relève simplement de la vanité ou de l'opportunisme. Notre société, elle a besoin de paroles, mais de paroles bien organisées. Et ce que vous faites, je crois, a un puissant intérêt à la fois pédagogique, moral, civique, citoyen, et je vais assister un peu à certaines prestations, pas pendant toute la session, mais vraiment, je vous encourage, j'encourage la Ligue à poursuivre son action en ce sens, et je vous encourage, tous les jeunes, les enseignants,
l'ensemble des personnes qui, effectivement, ont à cœur de transmettre le message. Je vous encourage effectivement à continuer à organiser de manière efficace, constante, persévérante le concours de plaidoirie. Merci de votre attention. Merci. Je vous laisse dire un petit mot. D'accord. Et du coup, on va commencer. Et donc, on revient sur notre première prestation et on va appeler Halima, une lutte pour la dignité et la liberté. Le 15 août 2021, les talibans sont entrés dans Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Ils ont pris le contrôle du pays. Ce fut un désastre pour les femmes. Malgré les promesses de départ, les talibans ont systématiquement exclu les femmes et les filles de la vie publique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seul l'UNICEF, 90% des femmes âgées de 15 à 49 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans, souvent contre leur volonté. 90%. Ces femmes, ces mariages précoces les privent de leur éducation. Ces mariages brisent leurs rêves. Ces mariages annulent leur enfance. Elles sont réduites à des codes traditionnels de mère et d'épouse, sans espoir d'émancipation. 2,5 millions de jeunes filles afghanes ne sont pas scolarisées. 2,5 millions, c'est plus que la population de la ville de Paris. Le témoignage d'Adela est bouleversant. Elle raconte comment elle a testé le goût amer d'être une femme dans une société patriarcale. Comment elle a été menacée, harcelée, battue et même emprisonnée par les talibans. Elle voulait juste manifester contre le régime, contre l'oppression subie par les femmes. Elle n'oubliera jamais la tête coupée de Frozan, l'os brisé de la tête de Nergis, le visage brûlé de Médine. Elle n'oubliera jamais les milliards de femmes dans les prisons dont l'identité est encore inconnue. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme est formelle. L'article 1er affirme « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, et tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » L'article 26 affirme « Toute personne a droit à l'éducation. Tout le monde a droit à l'éducation. Tout le monde. Tout le monde. » Et pourtant, en Afghanistan, les filles et les femmes ont été privées de ce droit fondamental. Cette situation est-elle uniquement une affaire afghane? Non, c'est le reflet d'une lutte mondiale pour l'égalité de sexe et de droits humains. L'UNESCO est catégorique. Ces décisions catastrophiques risquent d'anéantir les énormes avancées réalisées en matière d'éducation ces 20 dernières années. Face à tant d'injustices, les femmes afghanes ne baissent pas les bras. Elles s'organisent en secret, elles organisent leur restant en secret. Les écoles cachées témoignent de leur soif d'apprendre. Nafisa a trouvé l'endroit idéal pour cacher les manuels scolaires, dans la cuisine, à l'abri du regard de son frère taliban. La résistance s'organise également depuis la France. L'association Naïstan aide à distance les enseignants afghans et leur envoie des cours en sciences, en mathématiques, pour éduquer les jeunes filles. Toutes ces femmes risquent leur vie, mais Nafisa l'affirme. Nous avons accepté le risque car nous voulons la liberté. Le combat des femmes afghanes nous rappelle que la liberté et la dignité ne sont jamais acquises. Elles doivent être défendues chaque jour. Leur combat est un appel à la solidarité internationale, à la solidarité de chaque pays, à la solidarité de chacun d'entre nous. Le sort des femmes en Afghanistan est une tragédie. Il nécessite une action urgente. Ces femmes ne demandent pas la charité. Elles demandent le respect de leurs droits. Elles veulent étudier, travailler et vivre sans peur. Leur courage
Leur courage face à l'oppression est source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes tous des citoyens du monde. Nous avons le devoir de soutenir leur lutte, de témoigner pour faire entendre leur voix. Je suis une fille d'Afghanistan. J'ai quitté mon pays pour pouvoir étudier. Et je suis convaincue d'une chose, tant qu'une femme sera privée de ses droits, aucun d'entre nous ne pourra véritablement être libre. Ouais. Alors, pour cette deuxième plaidoirie, on laisse les élèves du collège Gaëtan de Nassau s'installer tranquillement. J'appelle Inès. On peut l'applaudir. Qui entendra le cri des femmes sans voix. Je sais que ma mort est proche, mais je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir pour mes sœurs afghanes. Alors je ne veux pas qu'elles pleurent ma mort, mais qu'elles continuent de se battre pour notre liberté. Voici les derniers mots de Mina Keshwar Kamal, une militante afghane qui, dès 1977, s'est battue pour la liberté des femmes en Afghanistan, jusqu'au jour où elle se fit assassiner par un groupe d'islamistes, les talibans. Dès le départ de ces hommes du pouvoir afghan en 2001, les femmes purent recommencer à sortir, à étudier, à vivre. Mais dès leur retour en 2021, celles-ci furent à nouveau plongées dans l'enfer, condamnées à survivre dans une société patriarcale qui étouffe leur voix. Myriam, Sonia, Fatima, Aïcha, elles sont des millions de jeunes filles et de femmes à se retrouver enfermées dans leur propre corps. Mais pourquoi qu'ont-elles bien pu faire pour mériter cela, me diriez-vous? Rien. Non, rien. Ce sont simplement des femmes. Comme disait l'imam El-Sadiq, un imam très reconnu en islam, les femmes sont les partenaires des hommes dans la construction de la société. Pourtant, selon l'UNESCO, près de 80% des filles afghanes en âge d'aller à l'école et d'étudier n'y vont pas. Moins de 3 femmes sur 10 savent lire et écrire. Voici le témoignage de Hafsa, âgée de 10 ans. Avant, j'allais à l'école, mes sœurs aussi. J'aimais apprendre et sortir. Puis un jour, les talibans sont arrivés et ont bouleversé ma vie ainsi que celle de ma mère et mes sœurs. Nous avons été contraintes de porter le voile, de rester enfermées. Pourquoi? Pourquoi toute cette souffrance? Pourtant, dans la Convention relative aux droits de l'enfant que l'Afghanistan a signée avant 2021, l'article 28 stipule: les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation et en particulier en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances. Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Mais réalisez-vous, parce que ce sont des jeunes filles et non de jeunes garçons, elles n'ont pas accès à la vie. Suite à cette indignation, c'est en 2021 qu'une association d'enseignantes prit la décision de fonder une école clandestine. Les cours ont lieu dans des cases délabrées afin de ne pas être repérés ou dénoncés. L'une des professeurs fondatrices, Tamana, déclare: « J'espère que toutes les filles d'Afghanistan pourront un jour étudier sans se cacher. Voir leur motivation à apprendre me brise le cœur, me motive aussi à continuer mon combat. » Pourtant, un extrait de l'article 10 de la CEDAW stipule: les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et en particulier sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes conditions d'orientation professionnelle. Par ailleurs, il existe en réalité des milliers d'organisations clandestines qui, dans l'ombre, offrent une lueur d'espoir à ces femmes.
comme des instituts de beauté ou des salons de coiffure. Autant de refuges où elles tentent simplement de vivre, d'exister. Mais imaginez une seconde, mesdames et messieurs, que ces femmes soient découvertes. Elles risqueraient d'être arrêtées, ou même pire, de mourir. Quel courage inouï! Elles bravent le danger, elles défient la peur au nom de leur liberté. Entendez-vous, mesdames et messieurs? Leur liberté. Mais en réalité, les lois récentes ne concernent pas que l'éducation, mais tous les aspects un à un de leur vie. Saviez-vous qu'en 2022, 95%, oui, 95% des suicides afghans représentent ceux de femmes? Mais alors, que fait-on de l'article 3 de la DUDH? Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Car en effet, les talibans sont loin de vouloir le bien des femmes ou encore de respecter leur religion comme ils le prétendent. Car les lois sont normalement faites pour respecter la population et non la priver de ses droits fondamentaux. Mais ne restons pas inactifs face à ce fléau. Des organisations comme l'UNESCO, l'ONU ou l'UNICEF organisent des événements pour ces filles, comme des cours d'alphabétisation dès l'âge de 7 ans, pour leur apprendre à lire ou à écrire, ou encore parler d'elles dans des articles, dans des revues de journaux. Ou nous, mesdames et messieurs, adhérons à des organismes afin de financer l'achat de livres ou de manuels scolaires. En effet, toutes ces organisations ont un but précis: faire entendre le cri des femmes sans voix. Mais honnêtement, réalisez-vous, ces hommes interprètent de manière patriarcale l'islam pour réduire des femmes à des objets. Être une femme en Afghanistan, c'est être dirigée, surveillée, privée de quelque chose que l'on appelle la vie. Certains oseront critiquer les femmes musulmanes ainsi que l'islam. Moi, en tant que jeune fille musulmane qui a grandi avec les valeurs de l'islam, je peux vous persuader qu'être une femme, ce n'est pas s'empêcher de vivre pour des hommes. Être une femme, c'est étudier, c'est vivre. Cela me désole de voir l'image qu'a l'islam aujourd'hui à cause de ces hommes. Aujourd'hui, je vous parle des femmes afghanes, mais je pense aussi au combat des Iraniennes, des Soudanaises ou des Yéménites. Car comme vous l'aurez compris, être une femme dans ce monde, c'est être confrontée à de l'injustice et à de la violence et à toujours devoir se battre pour sa liberté. Personnellement, je ne me tairai jamais, car comme a dit Lina, une Afghane anonyme, les hommes pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Mais nos pensées sont plus fortes que les murs qu'ils dressent. Nos voix ne s'éteindront jamais. Alors non, vous n'aurez jamais notre silence. Merci. Alors, est-ce que c'est bon pour le jury? C'est vrai qu'on enchaîne, hein, mais ils ont quelques petites notes à prendre quand même. Hein. Ils font ça sérieusement. Je vais appeler Evan maintenant. On peut l'applaudir. Un cri pour les sans-voix. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour défendre une cause noble, urgente et indiscutable. La protection des animaux contre la maltraitance. Je suis ici pour rappeler une vérité fondamentale, souvent oubliée dans notre société moderne. Les animaux, comme nous, sont des êtres sensibles, capables de souffrir et ressentir la douleur, la peur et la tristesse. Ils ne sont ni des objets, ni des propriétés, mais des êtres vivants, avec des droits qui doivent être respectés. Quelques témoignages à présent. Chat balancé contre un mur par un conjoint violent ou un chien jeté du 4e étage lors d'une dispute alcoolisée. Les exemples de maltraitance animale sont multipliés dans l'Orne et la Sarthe. Des responsables associatifs et une policière référente animale alertent sur une augmentation des actes de cruauté envers les animaux recensés à leur échelle. Kurt Zouma, défenseur de l'équipe de France de football, est finalement poursuivi par la RSPCA, Royal Society
for the Prevention of Cruelty to Animal, la principale association de protection animale anglaise, pour violation de la loi relative au bien-être animal. Pour avoir maltraité son chien, le joueur de l'équipe de France Kurt Zouma sera donc bien poursuivi en Angleterre. Son frère qui a filmé la scène est également concerné par l'action en justice. La fondation 30 millions d'Animés avait porté plainte en cas de défaillance outre-Manche. Leurs chiens et chats meurent de faim ou sont jetés contre la fenêtre. Tous les animaux que nous avons récupérés chez eux étaient dans un état critique. Cela ne peut plus continuer, s'insurge Rachel Morisseau, la responsable de l'association 40 ans chats. Ce sont des femmes et une mère et sa fille, qui ont commis ces actes. Elles ont fini au tribunal. Devant le juge, la mère a pleuré, a dit qu'elle n'avait que 50 € pour vivre chaque semaine, et donc pas assez pour acheter de la nourriture aux animaux. Elle a rejeté la responsabilité sur sa fille en disant qu'elle l'a menacée pour avoir des chiens et chats. 200 000 chiens et chats par an en moyenne. Voici le nombre par an d'abandon. 200 000 chiens et chats par an. Entendez-vous ? Ce chiffre est alarmant et scandaleux. La maltraitance animale est une violation des principes fondamentaux de la dignité et de l'empathie. Comment pouvons-nous, en tant que société, prétendre être civilisés si nous tolérons l'impunité envers les vulnérables parmi nous ? Les animaux sont des créatures qui partagent cette planète avec nous. Leur souffrance, qu'elle soit physique, psychologique ou émotionnelle, n'est pas en moins légitime que celle des êtres humains. Chaque acte de cruauté, chaque négligence, chaque abus laisse une marque indélébile sur leur souffrance, mais aussi dans l'âme de notre société. L'impact de la maltraitance animale va bien au-delà des animaux eux-mêmes. Les études montrent que ceux qui commettent des actes de violence envers les animaux sont plus sensibles d'engager dans des comportements violents envers les êtres humains. La maltraitance animale est un signe avant-coureur de comportements antisociaux qui peuvent à terme dégrader le tissu même de nos communautés. Si nous fermons les yeux face à la souffrance animale, nous permettons également à cette violence de se propager. Nous devons, complices d'une dégradation de l'empathie et du respect des valeurs qui devraient être au cœur de notre civilisation. Mais au-delà des arguments moraux, il existe également des raisons juridiques, éthiques, qui exigent que nous agissions. Les lois sur la protection des animaux ne sont pas des lois abstraites ou facultatives. Elles sont un reflet des principes de justice, de compassion et de responsabilité que nous devons appliquer à tous les êtres vivants. Sans exception, la maltraitance animale n'est pas seulement un acte de cruauté, c'est aussi une transgression de ces lois qui visent à garantir que chaque être vivant soit traité avec respect et dignité. L'article 515-14 du Code civil français, par exemple, qui stipule que les animaux sont des êtres vivants et sensibles. Il en découle que tous ces actes de maltraitance envers eux ont une offense à cette sensibilité et doivent être punis par la loi, bien que parfois trop lente à évoluer, à reconnaître qu'il est de notre devoir d'assurer la protection des animaux. C'est une reconnaissance à leur droit à vivre et dans un environnement exempt de souffrances inutiles. Nous devons également prendre conscience de la manière dont nous traitons les animaux dans l'industrie, que ce soit dans les abattoirs, les élevages industriels ou les cirques. La maltraitance animale doit être minimisée ou banalisée sous prétexte de rentabilité ou de divertissement. Les tortures infligées dans les cirques ou autres ne sont pas légales. Mais ce combat, mesdames et messieurs, n'est pas une cause perdue. Nous avons le pouvoir d'agir, nous avons la capacité
de changer la société et de faire en sorte que la souffrance animale soit reconnue, combattue et punie. Les législations, bien que perfectiles, ont fait des progrès significatifs en plus de personnes, qu'il s'agisse d'associations ou de citoyens engagés, ou même de certaines industries s'unissent pour dénoncer la maltraitance animale. Nous sommes à un tournant et c'est à nous aujourd'hui de prendre la décision d'ouvrir la voie à un avenir plus juste. Je vous appelle, mesdames et messieurs les jurés, le public, à faire preuve de courage, à défendre la cause des animaux et à infliger des peines exemplaires. À ceux qui commettent des actes odieux, car ce n'est pas simplement l'animal que nous protégeons, mais aussi l'humanité et la justice en elle-même. L'absence de compassion pour les animaux reflète la dégradation de nos propres valeurs. En revanche, en les protégeant, nous affirmons notre humanité et notre capacité à être meilleurs. Je vous remercie de votre écoute. Alors, j'appelle Zainab maintenant. On peut l'applaudir aussi. Et Zainab pensait que l'habit ne faisait pas le moine. Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer pourquoi l'être humain a la fâcheuse tendance de tout classer, même lui-même, comme si nous étions des billes arrangées dans des sacs, par taille, couleur, croyance. Je me tiens ici devant vous afin de défendre le droit à l'égalité en France, bafoué à cause des stéréotypes. Ce droit énoncé dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de France, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ou encore dans la devise de la France, connue de tous, liberté, égalité, fraternité. Elle est connue de tous, certes, mais est-elle respectée de tous? En sachant que d'après un sondage effectué par Le Monde en 2020, 45% des personnes pensent que l'islam est une menace pour la France. 34% continuent de penser que les Juifs ont un rapport particulier avec l'argent. Et 37% jugent que l'immigration est la principale cause de l'insécurité en France. Et puis je vous vois venir, vous, et votre question qui me dit « Mais quel rapport avec l'égalité ?» Eh bien, imaginez que ces statistiques représentent la façon de penser des patrons, des députés, des juges, des présidents, des professeurs. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Que les personnes victimes de stéréotypes négatifs soient mal jugées, mal notées, mal payées, accusées à tort, chassées, exclues? Et puis j'ai bien des stéréotypes négatifs, car nous vivons dans les clichés, à tel point qu'ils en deviennent banalisés. Lors de la première rencontre, nous utilisons souvent ces idées reçues afin de placer une personne dans notre estime. Certains, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, savent déjà comment elles vont la traiter. Et même quand elle va à l'encontre des idées reçues, ils lui trouvent des excuses telles que « c'est l'exception qui confirme la règle, il s'est levé de mauvaise humeur » ou encore « il veut faire bonne impression ». Il y a des gens qui souffrent à cause de tout cela, comme par exemple Malika, qui cherche un emploi et qui témoigne que c'est plus compliqué de trouver du travail quand on porte le voile. Ou encore Samuel, 8 ans, qui veut jouer avec une jeune fille du même âge, mais celle-ci lui répond « Non, je ne peux pas. Mon père veut pas. » Des Noirs. Un père qui transmet ses idées racistes à sa fille de seulement 8 ans, trouve cela normal? Que 91% des Noirs pensent être victimes de racisme, trouvez-vous cela normal? Et ne répondez pas non, car ce serait mentir. Nous vivons dans les clichés, nous vivons dans tous ces mensonges et ces quelques vérités. Nous jugeons le monde par son apparence physique, comme si l'image que l'on envoie doit être reçue sans être décryptée. L'habit ne fait pas le moine, les apparences sont trompeuses, sont des dictons à respecter. Et ce que la plupart des gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, nous avons tous des façons de penser, des opinions différentes. Nous ne devrions pas avoir à entendre des gens dire à d'autres « Je ne sais pas comment je peux faire confiance à une structure qui emploie une chinoise pour m'enseigner ma langue et ma culture. » Ou encore « Tu sais, j'aime pas les Arabes, mais toi,
je t'aime bien. Ce sont 2 témoignages de personnes qui nous rapportent ce qu'elles ont entendu, qui nous prouvent à quel point les idées des gens sont généralisées. Certains, même beaucoup de monde, pensent que être musulman, c'est forcément faire partie de Daesh, alors que la plupart n'est pas d'accord avec leurs idées extrémistes. Être juif, c'est forcément avoir de l'argent, alors que malheureusement, comme partout, il y en a qui n'en ont pas. Être noir, c'est se comporter comme un animal, alors que comme vous, alors que comme moi, ce sont des êtres humains. Et être asiatique de l'Est, c'est avoir une culture, une nourriture qui est rapidement traitée de bizarre ou d'autres mots peu gratifiants, alors qu'elle nous est seulement étrangère. Et les humains, les hommes, ont le réflexe, le système de défense, de dresser une barrière, de dresser un mur devant l'étranger. Ce mur que nous devons démolir, détruire, afin de pouvoir espérer un semblant d'égalité. Mais pour moi, croire et faire confiance aux stéréotypes, c'est avoir peur du changement, c'est être fermé d'esprit. Mais c'est surtout enfreindre la loi du 13 juillet 1990 qui stipule que toutes les discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une race, une origine ou une religion est interdite. Mais heureusement, dans ce monde, il y a des gens qui pensent que, comme moi, nous sommes tous uniques, tous différents. Et nous méritons tous d'être jugés pour notre juste valeur. Et aujourd'hui, je me lève en leur nom, au nom de toutes ces personnes discriminées, toutes ces personnes chassées. Ce sujet me tient à cœur car il nous concerne tous. Nous avons tous ici des stéréotypes qui nous visent. Peu importe l'âge, peu importe l'origine, la couleur, la religion. J'ai longtemps réfléchi à une solution à ce problème. Mais malheureusement, à moins d'effacer toutes ces idées, toutes ces mauvaises choses de l'esprit des gens, à l'aide d'une machine qui n'a toujours pas été inventée, nous ne pouvons faire qu'une seule chose. Qu'une seule et unique chose, mais qui changerait l'avenir, qui changerait la vie de beaucoup de personnes. Arrêtez de les transmettre, mais retenir que nous sommes tous uniques. Alors, Louise, jeune Française, libre, prête sa voix aux femmes afghanes. Bonjour, moi, Louise, jeune Française libre, je vais prêter ma voix aux femmes afghanes. Tous les matins, je me lève pour aller au collège. Je choisis la tenue, je me coiffe et me maquille. J'ai des responsabilités, je suis déléguée de ma classe. Je m'amuse beaucoup dans mon collège et j'étudie avec des filles ou des garçons. Mais Roya, Shadi, Dina n'ont pas cette même chance que j'ai moi. Tout va commencer en août 2021, quand les talibans vont reprendre le pouvoir de l'Afghanistan. À ce même moment-là, le voile islamique va devenir obligatoire. Au début, les talibans vont affirmer que les droits des femmes vont être respectés, mais ils vont très vite renier leurs promesses. Le chef du bureau politique affirmera qu'il ne pourrait ne pas y avoir de femmes ministres. En fin de compte, le gouvernement d'Afghanistan comptera uniquement d'hommes. À l'université de Kaboul, le nouveau recteur dira que ce sera la fin du droit d'étudier et d'enseigner pour les femmes. À cause de cette décision-là, environ 80% de filles en âge scolaire ne seront pas scolarisées. Pourtant, article 14.1, toute personne a le droit à l'éducation ainsi qu'à la formation professionnelle. Et loi numéro 55-495, les femmes peuvent gérer leurs propres biens et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Voilà 2 lois qui ne sont pas respectées en Afghanistan. Et je pourrais vous en donner des centaines qui ne sont pas respectées là-bas. Je vais donner un témoignage de Arafa, enseignante et sage-femme. J'avais des responsabilités, un travail, j'avais le pain et la paix. Et maintenant, je suis assignée à résidence. En mars 2022, les écoles secondaires seront définitivement fermées. Et cette décision-là sera décisive. Les ventes d'enfants, les mariages précoces et les grossesses précoces vont avoir une énorme hausse. Il y aura une hausse de 25% pour les mariages précoces.
et 45% pour les grossesses précoces. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne pense pas, non. C'est inhumain de faire ça à des jeunes filles. Les femmes vont disparaître peu à peu des espaces publics et les emplois aussi. Mais par la suite, tous les espaces publics leur seront interdits. Les parcs et les emplois aussi. Je vais vous donner des exemples. Les salons de beauté, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus droit à rien. Elles n'ont plus le droit de sortir. Elles n'ont plus le droit de vivre. Peu de temps après, le chef suprême imposera la burqa aux jeunes femmes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la burqa, je vais vous expliquer ce que c'est. La burqa, c'est une tenue qui recouvre de la tête aux pieds les jeunes femmes. Le seul endroit qu'on peut distinguer d'elles, c'est au niveau des yeux. Et encore, souvent, on ne peut même pas les voir. Car pour le chef suprême, le visage et le corps d'une femme, c'est de la tentation. Elles doivent se couvrir tout le temps, même lorsqu'elles sont en famille. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal de faire subir ça à une femme. En octobre 2024, le ministre va créer une nouvelle loi. Il va interdire aux femmes de faire entendre leur voix, même lorsqu'elles se trouvent entre elles. Une femme, pour prouver son désaccord, elle va se mettre à chanter. On ne sait ni son nom, ni son âge, on sait juste qu'elle va se filmer. Elle sera assise dans une pièce blanche et elle va chanter. Un chant en arabe pour prouver son désaccord. Je trouve ça très fort comme message. Et ça avait beaucoup marqué à l'époque cette vidéo. En moins de 3 ans, 70 lois vont être mises en place pour restreindre les femmes. 70 lois, vous vous rendez compte? C'est énorme. Maintenant, je vais vous parler de chiffres assez marquants. Il y a 64% de femmes qui disent qu'elles ne se sentent pas en sécurité lorsqu'elles quittent leur domicile contre 2% des hommes. Vous vous rendez compte? Et 8% de femmes disent connaître une femme sur 2 qui a tenté de se suicider depuis le mois d'août 2021. C'est inhumain. Ça ne devrait même pas exister, ce genre de choses. Et l'Afghanistan est le pays le plus répressif au monde pour les femmes. Pour moi, c'est un problème d'extrémisme, fanatisme et de patriarcat à l'extrême et non de religion. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples sur beaucoup de pays, mais je vais vous donner un seul aujourd'hui, le Maroc. Le Maroc, c'est un pays principalement de religion musulmane. Mais les femmes, elles ont le droit d'enseigner, elles ont le droit d'étudier, elles ont le droit d'être une femme, elles ont des droits fondamentaux. Et les gens, ils essayent de passer ça sur la religion. Mais moi, je vous dis que non, c'est pas ça. Pour moi, il faut un appel à la solidarité internationale. Il faut une mobilisation globale. Les associations peuvent aider ces jeunes femmes en détresse, mais nous devons, nous toutes et nous tous, aider ces jeunes femmes. Moi, Lily, je donne ma voix aux femmes afghanes. Moi, Marco, je donne ma voix aux femmes afghanes. Nous devons donner une voix aux femmes afghanes. Je vous invite, vous toutes et vous tous, à prêter vos voix aux femmes afghanes, et je vous remercie pour elles. Alors, c'est au tour du coup de Sajid et Ziad. Le sang des femmes, le silence des hommes. Mesdames et messieurs, en 2022, 118 femmes tuées par leur ex-partenaire est un féminicide tous les 3 jours. Tous les 3 jours, mesdames et messieurs. En 2023, chaque jour, 3 femmes victimes d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide direct ou indirect au sein du couple. 2023 est une année de plus et les féminicides ne diminuent pas. Les chiffres augmentent. Trouvez-vous cela acceptable dans un pays comme le nôtre? Nous trouvons cela intolérable. 82% des morts au sein du couple sont des femmes. Elles sont victimes de violences sexuelles et ou psychologiques commises par leur conjoint. Les chiffres est estimé à 321 000 femmes. 7 femmes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés. 7 femmes sur 10 déclarent avoir subi des dommages psychologiques plutôt très importants, entraînant des conséquences lourdes. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est mentionné dès l'article 3 tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. De plus, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a adopté en 1993 la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle définit la violence à l'égard des femmes comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin.
et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ces droits établis de conventions ou déclarations existantes ne freinent en aucun cas certains hommes. Des témoignages de femmes fusent glaçants, poignants et alarmants. En effet, en 2024, Karine a été assassinée à coups de machette par son ex-conjoint en sortant de son travail. Mais aussi un ex-compagnon a tiré à 2 reprises sur son ex-compagne avant de tenter de l'égorger. Certaines femmes victimes de féminicide meurent et laissent des familles derrière eux. Cela entraîne de nombreux traumatismes au sein des familles des femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Écoutons Sandrine, 47 ans. J'ai promis à ma sœur que je prendrais soin de sa fille. Suite à l'assassinat de ma sœur, j'ai très vite demandé la garde de ma nièce à l'hôpital, alors que Guylaine était plongée dans un coma artificiel car elle a été brûlée à 98%. Je lui avais promis de prendre soin de Chloé, alors âgée de 7 ans. Vu l'amour que nous avions l'une pour l'autre, il était impensable que sa fille soit placée dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons pris la décision ensemble, mon mari et moi. Ce n'est pas toujours le cas, mais grâce à la juge, nous avons pu obtenir la garde totale de Chloé. Par ailleurs, elle ne souhaitait plus voir son père ni même porter son nom de famille. En concertation avec Chloé, nous avons entamé une procédure d'adoption. Aujourd'hui, elle va bien. J'ai toujours peur pour elle, mais il me semble qu'elle a épuisé une certaine force dans tout ce qu'elle a traversé. C'est une part d'elle qui ne nous a pas été enlevée. Guylaine a été assassinée le 24 septembre 2017 à l'âge de 34 ans. Selon les chiffres de l'ONU, 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle en 2023. Le foyer reste l'endroit le plus dangereux pour elles, puisque 60% étaient tués par leurs conjoints ou d'autres membres de leur famille. Un foyer n'est pas censé être l'endroit sécurisant pour des femmes. Notre pays ne peut pas tolérer cela. Suite à cela, certaines femmes ont peur de sortir et parfois se suicident suite à des menaces qui persistent de leur ex-conjoint. Nous vivons dans un système qui fait d'une différence de sexe biologique, une différence qui serait fondamentale, qui ordonnerait nos sociétés. Il crée 2 genres, le masculin et le féminin, qui se superposent aux 2 sexes. Ce système de domination s'appelle le patriarcat. Il prend des formes diverses en fonction des cultures et des époques, mais débouche toujours sur ce résultat. Les hommes dominent les femmes dans tous les aspects de la société, et les violences envers les femmes sont légion dans le monde. Dans ce système, les violences contre les femmes sont souvent une manière de punir les femmes qui ne conforment pas à l'ordre établi et de la maintenir en place. Ce système existe depuis tellement longtemps et dans si nombreux pays qu'il peut paraître naturel et donc immuable, mais il s'agit d'une construction sociale et nombreuse. Ce sont les scientifiques qui aujourd'hui l'ont prouvé. Lorsqu'une femme raconte ce qui lui est arrivé, elle avait fait un premier pas pour briser le cycle de la violence. C'est à nous toutes et tous de lui donner l'espace sûr dont elle a besoin pour parler et se faire entendre. Il est important de se rappeler que lorsque l'on discute de cas de violence sexuelle, la sobriété, les vêtements et la sexualité d'un survivant, d'une survivante n'est donc aucune pertinence. L'agresseur est l'unique cause de l'agression et doit assumer seul la responsabilité qui lui incombe. Couper court au discours blâmant les survivantes qu'elles ont réussi à survivre et rejeter l'idée selon laquelle il revient aux femmes d'éviter la situation qui pourrait être considérée comme dangereuse selon les normes traditionnelles. Les survivantes d'actes de violence s'expriment plus que jamais. Chacun a son rôle à jouer pour assurer que justice soit faite. Vous pouvez conseiller à la victime d'appeler le numéro d'écoute, d'information et d'orientation 3919, Violence Femmes Info. Un chat numérique, police, gendarme, plateforme PNAV, ouvert depuis le 11 avril 2021. Cet outil numérique permet à une victime que la honte ou la crainte dissuaderait de se rendre dans les services de police, de recevoir une information précise sur ses droits et d'être rassurée quant à porter des démarches à engager, dépôt, plainte, etc. Cela veut donc dire que les choses peuvent changer. On arrive déjà à l'avant-dernière plaidoirie. Donc on appelle Aya. Eh, mademoiselle. Bonjour, moi, c'est Aya. J'ai 14 ans. Je suis passionnée de sport de combat. J'ai mes entraînements chaque mercredi et vendredi soir. J'y vais en bus ou à pied. Et à chaque fois, je subis du harcèlement de rue. Et la plupart du temps, par des vieux monsieur.
Dites-vous que 99% des jeunes femmes âgées entre 14 à 24 ans ou encore 88% des jeunes femmes de moins de 30 ans ont déjà subi du harcèlement de rue. C'est pratiquement toutes les femmes de France, toutes les femmes de cette salle. En 2022, près de 373 000 femmes se sont faites agresser dans la rue. En 2023, 3 400 infractions ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, dont 700 délits. Ce ne sont pas ces chiffres-là qui nous font peur, mais plutôt ceux qui les causent. Évidemment, il y a aussi des hommes qui subissent de l'harcèlement de rue, mais ils sont une minorité face à celle des femmes. Et je me sens beaucoup plus concernée à la cause des femmes. Les harceleurs agissent de manière humiliante, violente, insistante. Et tout ça parce qu'ils pensent qu'ils font preuve de courtoisie ou de drague. Mais sincèrement, pensez-vous vraiment qu'insulter une femme dans la rue car elle ne vous prête pas attention fait preuve de courtoisie? Ou encore la toucher sans son consentement est agréable pour elle? Non. En faisant mes recherches, j'ai trouvé le témoignage de Camille, 20 ans. Comme à son habitude, elle allait rejoindre son amie. Elle prit la ligne 13. La plupart du temps, elle a droit à quelques insultes ou quelques sifflements. Mais cette fois-ci, en se mettant à la barre centrale, un homme s'approcha d'elle, pratiquement collé à elle, et huma son parfum d'une manière très dérangeante. Elle ne sut pas quoi faire. Elle resta pétrifiée de peur, comme la plupart des femmes. Heureusement qu'un homme âgé d'environ 40 ans hurla à l'homme « Éloigne-toi de ma fille, gros pervers ». Elle remercia l'homme d'un léger sourire, et grâce à ça, elle sut comment réagir les fois suivantes. Ce témoignage me fait penser à une petite histoire au XXe siècle. Les femmes à New York avaient de grands chapeaux et les faisaient tenir avec des épingles. Et dans le métro, à chaque fois qu'un homme osait la toucher, l'insulter ou la siffler, elle piquait l'homme tellement fort qu'il n'osait même plus la regarder. Mais qu'a fait la loi à ce moment-là? Eh bien, ils ont interdit les épingles à chapeau. Étonnant? Non. Heureusement qu'au XXIe siècle, les choses ont changé et évolué. Je fais référence à la loi Schiappa. C'est la loi du 3 août 2018 qui punit l'harcèlement de rue d'une contravention de 3 000 €. Je considère que c'est un bon début pour combattre le harcèlement de rue, mais pas assez pour protéger les femmes. Heureusement, on a d'autres solutions, comme le 3919, qui est une ligne téléphonique anonyme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous êtes dans la rue, qu'il n'y a personne autour de vous pour vous aider, appelez ce numéro. Ou encore, nous avons la technique des 5D. Documenter, distraire, déléguer, diriger, dialoguer. Documenter. Prendre en photo ou vidéo l'agresseur pour l'intimider ou tout simplement avoir des preuves. Distraire, comme l'homme a fait avec Camille, faire comme si cette personne est votre collègue, votre ami, votre sœur, n'importe. Déléguer, si vous ne sentez pas assez fort pour agir tout seul, eh bien appelez la police ou alors demandez à des gens autour de vous. Diriger, y aller directement, sans poser de questions et aider la victime. Dialoguer, pour finir, il est très important de parler avec la victime à la fin pour être sûr qu'elle soit en sécurité jusqu'à la fin de son trajet. Alors oui, maintenant, c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de faire changer les choses, de faire évoluer les mentalités. Nous, la nouvelle génération, nous d'apprendre les valeurs aux autres. Merci de m'avoir écouté. Neila, pour la dernière plaidoirie, sous les voiles. Mesdames, Messieurs, membres du jury, que feriez-vous si une chape de plomb s'abattait subitement sur votre pays? Que dire quand des lois absurdes décrètent l'illégalité de votre travail, de vos loisirs, de vos tenues et de tout enseignement hormis celui du Coran? Que faire quand ces lois s'appuient sur une brutalité sans limite? En 2023, plus de 49% de la population afghane est confrontée à des lois strictes qui interdisent des droits qui sont fondamentaux en France. Ce pourcentage, vous l'avez compris, représente le nombre de femmes vivant en Afghanistan, ou devrais-je dire survivant en Afghanistan.
En effet, à la première arrivée des talibans en 1996, les restrictions pour les habitantes ont fortement augmenté. Sur leur passage, des règles toujours plus insensées pleuvent. Aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner la rage, la colère et la haine de toutes ces femmes. On n'en parle pas assez. Pas assez au point qu'on en oublie toutes les circonstances, les malheurs et les désastres commis. Si j'ai choisi cette cause, ce n'est pas uniquement pour vous attrister. C'est pour comprendre, vous qui accédez au savoir sans aucune difficulté. L'histoire, les mathématiques ou encore le français. Quelle chance! Et dire qu'à l'heure actuelle, il est bien plus compliqué pour les Afghanes de s'instruire. Septembre 1994, c'est la fondation des talibans. Une organisation militaire, politique et religieuse qui regroupe des chercheurs, des étudiants, principalement des fondamentalistes islamistes. En 1996, les talibans prennent Kaboul et instaurent l'émirat islamique d'Afghanistan. En 2001, c'est le renversement des talibans par l'alliance internationale menée par les États-Unis. Les États-Unis ont peu après cessé leur aide militaire en Afghanistan. Cependant, cela a laissé le pays dans une situation difficile avec le retour des talibans au pouvoir. En 2021, c'est donc l'enfer qui recommence. Les talibans ferment maintenant les écoles à partir de la 6e pour les filles, tandis qu'en France, la loi Jules Ferry de 1882 garantit l'accès à une éducation obligatoire, gratuite et laïque pour tous, sans distinction de sexe. Ils interdisent aux femmes de travailler, sauf dans certains domaines comme la santé et l'éducation des filles. Pourtant, le Code du travail en France précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe. Les femmes sont obligées de porter la burqa en public à partir de la puberté. Elles ont interdiction de se déplacer sans un mahram, un accompagnateur masculin comme un père, un frère ou un mari. Elles n'ont plus le droit d'apparaître dans des films, des séries ou des publicités à la télévision. Les talibans empêchent les femmes de faire du sport. Ils condamnent aussi les salons de beauté et autres lieux de détente pour les femmes. Mais ils ne s'arrêtent pas là. En 2022, les talibans ont durci encore davantage les restrictions imposées aux femmes afghanes. Elles ne peuvent plus travailler dans l'eau. Ils interdisent. Ils interdisent aux femmes de travailler dans les ONG nationales et internationales sous prétexte qu'elles ne respectaient pas le port du hijab. Les femmes n'ont plus le droit de se rendre dans les parcs et les bains publics. Elles ne sont plus autorisées à apparaître dans les médias ou à jouer dans les pièces de théâtre. Plusieurs militantes sont arrêtées et les manifestations sont sévèrement réprimées. En 2023, elles n'ont plus le droit de travailler dans l'ONU en Afghanistan. Elles ont interdiction de prendre des examens médicaux par des médecins hommes, ce qui rend les soins de santé encore plus inaccessibles. En 2024, les restrictions sont intensifiées. Les femmes n'ont plus le droit de s'exprimer ou de se produire en public, que ce soit par le chant ou par la lecture. Communiquer entre elles en public est interdit. Réduites au silence, elles vivent alors un vrai cauchemar. Les nouvelles constructions doivent être conçues sans fenêtres donnant sur l'extérieur pour ne pas apercevoir les femmes à travers. En 2025, les talibans ont maintenu et renforcé les restrictions imposées aux femmes afghanes, poursuivant leur politique d'exclusion des femmes de la vie publique. Certaines femmes font tout de même entendre leur voix au péril de leur vie. Il faut savoir que 28% des filles afghanes sont mariées avant leurs 18 ans et 4% avant leur 15e anniversaire. À l'âge de 10 ans, Sonita Alizadeh, une jeune fille afghane, est promise à un homme. Mais sa famille décide finalement de fuir l'Afghanistan à cause des talibans et de déménager en Iran. Fort heureusement pour elle, le mariage forcé n'a donc pas lieu. En grandissant, Sonita Alizadeh a affronté toutes sortes de problèmes. Elle a eu une enfance très difficile, étant donné que son bonheur n'a duré qu'une dizaine d'années. Je ne pouvais pas aller à l'école. J'étais condamnée à rester à la maison, dit-elle dans le 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte. Mais elle n'est pas la seule à réagir. De nombreuses célébrités ont également protesté contre les talibans, comme Meryl Streep qui a expliqué qu'un chat, qu'un écureuil ou qu'un oiseau avait plus de liberté qu'une femme ou qu'une fille en Afghanistan. Un chat peut sentir le soleil sur son museau. Un écureuil peut se promener dans un parc public. Un oiseau peut chanter à Kaboul. Mais ni les femmes, ni les filles ne le peuvent.
C'est une suppression de la loi naturelle. En privant la race féminine de leur éducation, de leur emploi, de leur liberté d'expression et de mouvement, les talibans ont en fait incarcéré la moitié de leur population. Scandaleux, me direz-vous. Mais avons-nous réellement conscience de ce qui arrive aujourd'hui aux femmes et aux filles en Afghanistan ? Nous devons une assistance à un peuple en danger. Que faire ? De nos jours, il existe de nombreuses possibilités pour aider les Afghanes. On peut soutenir les ONG et faire des dons à des associations comme Afghanistan Libre, plaider ou sensibiliser leur cause, accueillir les réfugiés, financer l'éducation clandestine ou bien participer à des manifestations. Comme dirait Malala, je lève ma voix non pour que je puisse crier, mais pour que ce sans voix puisse être entendu. Quant à moi, je ne plaide pas seulement pour une décision aujourd'hui, mais pour un avenir où la justice prévaudra. Vous avez entre vos mains le pouvoir de rendre cette justice et d'écrire une page essentielle de l'histoire. Merci. Je pense qu'on peut applaudir très fort les 9 participants de ce matin. Bravo à vous. Je vais convier les membres du jury à se lever et à me suivre sans plus tarder. Les jeunes, avant d'aller goûter, puisque ça se mérite, prenez la réflexion, quelques secondes, 1 minute, pour réfléchir à votre coup de cœur et donner à votre enseignant votre choix avant d'aller pouvoir profiter, on va dire. Merci. Et les professeurs, vous donnez les feuilles à Laurence ou à Catherine. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc pour les enseignants, Catherine sur la scène ici. Tout le monde la voit? Je ne suis pas sûre. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai donné le meilleur de moi-même et pour moi c'est ce qui importait le plus, c'est tout. Je pense que le plus difficile, ça a été quand même de former le texte, que tout soit cohérent, qu'on comprenne tout ce que j'avais sur le cœur et qu'il n'y ait rien d'embrouillé. Parce que au fond, le sujet on le connaît, mais quand on va venir l'exprimer, on risque vite de se mélanger les pinceaux en pensant qu'on est clair. Puis au final, en fait, les gens comprennent la même chose. Alors mon sujet, je l'ai choisi comme je l'ai expliqué dans ma plaidoirie parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc vraiment, on a tous été victimes 1 ou 2 fois de racisme. Donc j'avais envie de parler de ça, de communiquer sur cette facette du monde qui est souvent oubliée en fait. On oublie que tout le monde a déjà été en fait victime de méchanceté à cause de quelque chose qu'il n'a pas décidé. On n'a pas décidé de naître en France, de naître en Afrique, de naître en Asie, autre. J'étais surprise de la qualité vraiment des plaidoiries, des sujets abordés aussi pour des élèves des collèges, vraiment d'une richesse en termes de statistiques, des chiffres. Vraiment, ils nous ont apporté pas mal d'informations et il y a beaucoup de sujets auxquels moi je travaille quotidiennement. Donc je suis vraiment très contente d'entendre l'engagement de ces jeunes auprès des sujets si importants. J'ai été bluffée par les différentes plaidoiries des adolescents. Et ma première réflexion a été de me dire que j'aurais été tout à fait incapable de faire la même chose quand j'étais lycéenne et collégienne. Je trouve qu'ils ont une aisance, ils sont capables de s'investir dans des sujets d'actualité quelquefois très difficiles et qui sont vraiment des sujets durs. Et je pense qu'ils savent s'argumenter, ils savent se présenter. Et toutes choses qui vont être essentielles dans leur vie d'adulte par la suite. Bien, le moment tant attendu. Alors, vous avez fait d'excellentes plaidoiries. On a eu des discussions pour savoir qui seraient les lauréats. Mais il a bien fallu qu'on tranche
Et je voulais d'abord féliciter les élèves qui ont fait tout ce travail pendant l'année, parce qu'on sait ô combien, nous, bénévoles de la Ligue des droits de l'homme, combien c'est du travail, des recherches, des témoignages, des statistiques, des chiffres. Mais au-delà de ça, le travail pour mettre tout ça en plan de façon à ce que quand vous arrivez ici, eh ben, ça soit cohérent, ça soit écoutable, intelligible et que ça soit une véritable cause que vous défendez. Là, vous avez, si tout le monde est d'accord avec moi, gagné une véritable bataille, c'est de faire ce qu'on vous a demandé de faire, mais de le faire avec conviction, et ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc bravo d'abord à tous. J'en profite pour remercier les enseignants, parce que si les enseignants n'étaient pas là, eh ben, peut-être que ça serait encore un petit peu plus difficile aussi. Donc merci, bravo pour votre travail. J'en profite aussi quand même pour dire merci aux bénévoles de la Ligue des droits de l'homme, parce que on y va, hein, on se déplace, on discute aussi, hein, on essaye de les aider. Et puis, j'en profite tout de suite pour dire merci à Lucie, parce que si Lucie n'était pas là, je pense qu'on aurait un petit peu plus de mal à mettre en place tout ce beau projet. Donc, je vais arrêter parce que je sais que vous êtes impatients de connaître les résultats. On y va ? Alors, le 3e prix. Bon, allez, on va commencer autrement. Le prix spécial du jury revient à Louise Marquette. Un petit mot. Peut-être expliquer que ça correspond au 4e prix, oui. Qu'ils comprennent. Alors, ça correspond au 4e prix. Et parce qu'on a eu aussi un petit coup de cœur. Voilà. Alors, bonjour Louise, on tient à te féliciter. Parce que dans ton travail, il y avait déjà une tentative de mise en scène qui était appréciée, l'implication du public. Il y avait une belle conviction, une belle puissance des idées et une façon d'argumenter et de porter et d'attirer l'attention et de prendre notre attention. Une implication dans des valeurs importantes. Voilà. Et je tenais à dire ça au nom de toute la jury. Merci. Je réponds. Est-ce que vous voulez le micro ? Oui, ça peut servir. Le 3e prix est remis à Aya Boukhamed pour « Et Mademoiselle ». Félicitations. Vraiment le sujet. Donc le sujet choisi, l'échange, les statistiques apportées, les solutions, tout ça, c'est vraiment félicitations. C'était une grande qualité votre présentation. Le 2e prix, Zainab.
Muy bien. Zénab, nous, on a bien aimé, de ce côté général d'une maxime comme celle-ci, tout ce qui est autour et la réflexion qui a été donnée à tout le monde. Ça fait une belle réflexion pour l'avenir et pour nous tous. Merci. And the winner is Inès. Félicitations. Prix remis. Merci beaucoup. Tu vas montrer ton joli Félicitations, tu nous as vraiment épatés avec cette super plaidoirie, super bonne éloquence, donc félicitations. Alors en fait j'ai choisi mon sujet tout simplement parce que le droit des femmes ça m'a toujours énormément importé. Je suis une enfant issue de l'immigration donc ça m'a toujours importé de faire porter ma voix et particulièrement dans les pays dans les besoins comme l'Afghanistan et l'Iran, en l'occurrence l'Afghanistan. Et dans un second temps c'était pour défendre l'honneur et la dignité des femmes musulmanes parce qu'elle est énormément bafouée, très stéréotypée et je me sens concernée mais à 100% pour pouvoir parler au nom de tout un peuple. De toute façon, ça s'entend. Ça peut s'entendre au vu de l'enthousiasme du public. C'est toi aussi, Inès, qui a du coup le diplôme du public. Bravo. Alors, vous avez vu quand même, il y a eu une passation de pouvoir, là, discrètement. Mais voilà. C'est important de dire que le projet, il dure et puis qu'on espère que ça dure encore longtemps. Mais comme je vous disais, vous n'avez pas démérité. Vous avez bien tous travaillé et nous avons été agréablement surprises par vos plaidoiries. Surpris et surprises. Donc, je voudrais appeler Alima. On l'applaudit bien fort. Bravo. Tu peux montrer ton diplôme. Evan. T'as des fun? Félicitations, Evan. Sajid et Ziad. Calme, calme. Et Néla. Et je voudrais que pour la belle photo, quand même, tous nos lauréats puissent faire un pas, quelques pas en avant et prendre le devant de la scène et prendre les lumières, parce que c'est leur travail. Et on les applaudit.
Et Inès, montre ton beau trophée au... Je dis qu'on en... Tu dis vraiment super. Et les trois. Et il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Inès, Zainab et Aya, vous représenterez les collèges de Compiègne à la finale départementale à Nogent-sur-Oise. Et comme ça, ben, on verra les Compiègnois débarquer à Creil, non, à Nogent, pardon. Et puis, qui sait où nous portera cette aventure? Peut-être que vous viendrez également à Creil pour la régionale le 26 mai. Donc, rendez-vous le 15 mai. À 10h. Au Château des Rochers à Nogent. Bonjour à toutes et tous. Je suis élue auprès du président Xavier Bertrand, le président de région. Et il se trouve que la région, dans le cadre de cette politique, nous finançons le concours de plaidoirie. J'étais aujourd'hui, je dois vous dire, estomaquée de tout ce qu'elles ont pu, que ils et elles ont pu dire, faire, et avec une passion incroyable, en choisissant les bons mots, en choisissant les silences qu'il fallait, avec la gestuelle qu'il fallait. Et puis bravo, parce que le public les a soutenus. Vraiment bravo. Je suis très heureuse d'avoir été parmi vous. Merci beaucoup. C'est super, franchement, moi, mon estomac qui est complètement, j'ai pleuré. Merci. Eh bien, voilà. Maintenant, à charge à vous de vous améliorer encore pour la suite. Bon, je pense qu'on va peut-être vous donner, si vous avez quelques instants, quelques petits conseils en plus. Et puis, pour vos camarades, eh ben, il va être le moment de rejoindre... le collège ou les collèges. Juste pour finir, encore une fois, peut-être applaudir vos enseignants et enseignantes. Et on en rediscute pour voir comment, en effet, les trois collèges, les trois classes puissent participer et venir soutenir leurs lauréats au Château des Rochers à Nogent, puisqu'au final, on a la chance d'avoir les trois collèges représentés. Et donc, dans un élan de bonté, la Ligue envoie les trois collèges. C'était pas prévu, mais voilà. Merci les filles. Bravo à tous. Bravo pour vos prestations aujourd'hui. Et au 15 mai... Madame Ilien. Je suis à faire une dédicace à ma prof de français parce que c'est elle, elle nous a poussé dans ce projet. Et du coup, je voudrais la remercier. Moi, dédicace à Ferdi, vous êtes mes frères, voilà, je vous kiffe. Merci à toute ma classe, voilà, merci. Merci à Madame Bageux, Madame Collat et toute ma classe aussi. Franchement, je vous serai jamais autant. Merci beaucoup. Il est où Melvin? Dis dédicace à Melvin. Monsieur. Bah oui, les garçons.